dernier temps fort de cette 45e conférence AFC. Donc j'ai l'honneur d'animer cette table ronde sur les ouvrages de recherche, qui est une nouveauté. Je ne suis pas une habituée du congrès AFC, mais qui est une nouveauté. Donc j'espère que ça pourra perdurer pour les sessions futures. Donc, à l'occasion de cette table ronde, nous allons mettre en lumière 3 ouvrages de recherche en comptabilité, contrôle, audit, donc, qui ont notamment intégré les enjeux de la responsabilité sociétale des organisations et puis également de la société dans son ensemble. Donc, je vais faire une présentation des auteurs et des ouvrages. Et puis ensuite, je laisserai la parole aux différents auteurs. Donc, il y a des problèmes je ne sais pas, pour Laurent. Donc, il a des contraintes pour son train. Donc, nous commencerons par son ouvrage. Et après, donc, je laisserai la parole à la salle. Donc, si vous avez des questions à lui poser. Et donc, après, voilà, je pense qu'il partira pour être sûr de pouvoir avoir son train. Donc les ouvrages qui sont présentés à l'occasion de cette table ronde. Donc, comment je vais déjà peut-être vous présenter. Et puis après, oui, sauf si... Oui, on peut peut-être changer la diapo, merci. Un ouvrage consacré à la comptabilité, contrôle, audit, perspective de recherche au-delà des sentiers battus. Donc, un ouvrage qui a été publié sous la direction de Wafa Cliff et Simon Alcouf. Donc, Wafa Cliff est professeur en contrôle de gestion, comptabilité, audit et responsable du laboratoire Accounting, Auditing and Control à Toulouse Business School. Et puis Simon Alcouf, qui est également professeur de contrôle de gestion, comptabilité, audit, toujours à Toulouse Business School. Ces 2 auteurs n'ont pas pu être présents, mais donc ils seront représentés par Cécilia Drujon-Dastros, qui est assistante professeure dans le même établissement. Le second ouvrage, donc les grands courants en contrôle de gestion, est un ouvrage qui a été coordonné par Claire Dambrun, qui est présente avec nous, qui est professeure de contrôle de gestion à l'ESCP. Et puis elle a travaillé avec Damien Mouret, qui est professeur à l'Université de Polynésie française et directeur du laboratoire de recherche gouvernance et développement insulaire. Et enfin, le 3e ouvrage, l'ouvrage par lequel nous commencerons, la gestion innovante des normes, qui est un ouvrage publié par Laurent Capelletti, qui est professeur titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion du CNAM, et puis il est chercheur au laboratoire de recherche l'ISRA, et son co-auteur, Nicolas Dufour, qui est également professeur associé au même laboratoire de recherche, le LIRSA au CNAM. Donc peut-être en bref propos introductifs avant de laisser la parole aux auteurs. Il me semble que l'intégration de ces enjeux sociétaux nous emmène en fait en quelque sorte à réfléchir aux missions de la recherche académique en comptabilité, contrôle, audit de manière générale. Parmi ces missions, nous pouvons bien évidemment citer la mission de développement de la connaissance de manière générale, mais également on peut évoquer la mission d'une mission de participation en fait au développement d'une science que l'on peut qualifier entre guillemets d'utile, et qui va s'intéresser à son impact sur la société en ne restant pas indifférente aux différents défis sociétaux actuels. Donc cela permet en fait d'intégrer les retombées sociétales que les travaux permettent de générer de manière générale. Donc, je propose de laisser dans un premier temps la parole à Laurent, qui va nous présenter
en 5 minutes, on va dire, à peu près. Donc, les quelques éléments généraux pour nous donner un éclairage sur leur ouvrage. Et puis après, je lui poserai une ou deux questions plus spécifiques et plus en lien avec le thème du congrès. Donc, Laurent, c'est quand tu veux. Merci, chers collègues, merci aux organisateurs, en particulier donc Angèle et Marc pour cette initiative. L'ouvrage en fait se situe, c'est une production du réseau interuniversitaire et international de recherche qui s'appelle Tétranormalisation, que je coordonne, qui a été fondé en 2007, qui compte plus d'une centaine de chercheurs sur la base du concept proposé par Henri Saval et Véronique Zardet. Ça résulte à la base en fait d'observations de terrain, du fait que les normes étaient vecteurs de la façon dont elles étaient intégrées plus ou moins bien, pouvaient être vecteurs soit d'un côté de dysfonctionnement et de coûts cachés tout à fait importants, pouvant même obérer la compétitivité et la performance des entreprises considérées, et de l'autre, des entreprises au contraire qui faisaient preuve d'une agilité normative tout à fait intéressante et qui au contraire en fait créaient un avantage concurrentiel par leur qualité d'intégration des normes. Et comme par ailleurs au niveau sociétal démarrait à cette époque en fait, alors c'est depuis longtemps, mais au niveau macro-social en fait j'allais dire des premiers échos de les normes, on en a marre, on n'en peut plus, la bureaucratie, on étouffe, c'est horrible, etc. On s'est dit, là, il y a un sujet à observer de terrain, donc au travers de recherches d'intervention, pour comprendre, traiter des hypothèses à la fois explicatives, pourquoi la norme, d'où ça vient, etc., descriptives, comment c'est mis en place, et prescriptives d'un point de vue managérial, comment bien les gérer, pour qu'elles soient vecteurs de progrès et de performance, et non pas de dysfonctionnement et de coûts cachés. L'hypothèse étant qu'une norme, en fait, son principe, c'est d'aller vers le mieux, le bien, la maîtrise des risques. Et avec l'idée, donc, effectivement, de remonter, à partir de ces résultats de terrain, de remonter au niveau macro-social vers les concepteurs des normes, pour leur dire, voir en fait les liaisons, puisque l'hypothèse fondamentale de base était que finalement la gestion des normes, le contrôle de gestion des normes, est en fait quelque chose qui dépend de la qualité de la conception des normes au niveau macro-social et de l'intégration des normes au niveau microéconomique. Voilà. Et donc, le tout fondé sur des recherches d'intervention, des observations, et un des ouvrages, donc un des résultats de recherche du réseau Tétranormalisation, et cet ouvrage qui s'intéresse par rapport aux 4 grands corps de normes où se pose en fait, où l'intensité normative est la plus forte, les normes sociales, les normes de gouvernance, les normes environnementales bien entendu, et les normes, on va dire, techniques, QHSE, qualité, voire des points génériques dans la bonne gestion des normes. C'est l'objet de cet ouvrage. L'optique étant, comme ça a été souligné, donc une science citoyenne, c'est-à-dire en fait diffuser la connaissance à la fois vers les collègues enseignants-chercheurs, mais également vers les praticiens du domaine. Et je rajouterai donc une épistémologie citoyenne pour que nous apprenions tous à faire la différence entre la croyance, l'opinion et la connaissance, parce que nous nous rendons compte également que bien souvent on a tendance à tout mélanger. Voilà. Tu veux que je rajoute des éléments ? Non. Quelques résultats peut-être qui sont présentés dans l'ouvrage, des résultats de recherche. Bon, j'attends juste que le micro marche. Donc merci Laurent pour cette présentation. Donc tu vas peut-être nous détailler un petit peu plus maintenant. Donc comment vous intégrez l'impact sociétal des normes, et peut-être justement est-ce qu'il peut y avoir des spécificités dans les normes qui sont plus consacrées à ces enjeux environnementaux et sociétaux. Voilà, est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes caractéristiques ou est-ce qu'il y a des différences par rapport à une norme fiscale ou une norme comptable ? Alors, il y a plein de spécificités, mais qu'on observe également, mais nous, notre angle est de mettre en relief le générique. C'est-à-dire, quelle que soit la norme, est-ce qu'il y aurait en fait un processus, alors à la fois dans la conception des normes, à un niveau,
on va dire, macro-sociale, chez les normalisateurs, chez les politiques, puisque les producteurs de normes, si on a une vision large de la norme, hard jusqu'au soft, droit positif, fluide, voire liquide, dont on parle. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans nos travaux, on est très proche, bien entendu, des juristes, notamment du courant Law and Management, et puis d'acteurs de la compliance, etc. Donc l'idée, c'était de voir si, bien sûr, les spécificités, les éclairer. Donc dans l'ouvrage, on présente effectivement des spécificités en fonction des normes, d'intégration des normes, mais le générique également. Et sur le générique, ce qu'on a repéré au travers des dizaines et des centaines de recherches-interventions, qui ont fait l'objet également de publications d'articles dans FCS, dans CCA, c'est que finalement un processus se dégageait à la fois dans la bonne façon de concevoir une norme et ensuite à la fois dans son intégration par une entreprise. Donc ce processus, on l'a défini par l'acronyme OANE, O-A-N-E, c'est-à-dire qu'en convergence, on s'est rendu compte que pour concevoir une norme et ensuite pour bien l'intégrer dans les entreprises, il fallait mettre en place des dispositifs d'orchestration de la norme, de négociation bien entendu, alors négociation entre ceux qui vont devoir la faire vivre et ceux qui la conçoivent, d'arbitrage, c'est-à-dire que une des problématiques est que inévitablement il va y avoir des contradictions normatives entre certaines normes, par exemple financières, qui vont en standard préconiser de faire ceci, mais ça va rentrer en contradiction avec des normes sociales qui préconisent de faire cela. Et donc, nécessairement, la gestion des normes, le contrôle de gestion des normes entraîne, c'est un résultat convergent, la quasi-obligation au niveau des comités de direction de mettre en place des comités d'arbitrage pour savoir, par rapport à des normes contradictoires, lesquelles on privilégie et lesquelles on ne privilégie pas. Voilà. Et bien sûr éthique, OANE éthique, c'est-à-dire que la norme renvoie, quelle qu'elle soit, à un moment donné, à bien entendu l'éthique de l'utilisateur pour la respecter. Un deuxième grand résultat de recherche, et on se bat beaucoup, et moi à titre personnel aussi là-dessus, c'est que les normes repoussent sans cesse, on est sur une renaisse sans cesse, on est sur une activité humaine sans doute fondamentale qui nous différencie des autres êtres vivants, etc. C'est-à-dire que tout petit déjà, on fait des normes, voilà, et après quand on grandit, on fait. D'autant plus que l'environnement pousse à la création de normes. Il y a un besoin de sécurité de la part des populations, de maîtrise des risques. Il y a un besoin de commercer qui appelle sans cesse en fait à la production normative. Donc, la simplification normative, quand on parle de simplification dans le sens de réduction, couper les normes pour qu'elles ne repoussent pas, en réalité, ça ne marche pas. C'est une illusion. Ce qu'il faut, c'est gérer la complexité normative. Voilà. Et donc, c'est un deuxième grand résultat de recherche. Et là, on se bat auprès des normalisateurs, auprès des responsables politiques, auprès des chefs d'entreprise, pour qu'ils rentrent dans une logique de bonne gestion, j'allais dire, des normes, plutôt que de chercher à les simplifier, ce qui ne marche, ce qui ne marche pas, en fait. Voilà. Merci Laurent pour ces précisions. Une dernière question et après on laissera la parole à la salle et puis on pourra te libérer. Donc, et pour faire le lien avec le thème du congrès sur les valeurs, est-ce que tu penses que les valeurs peuvent être à l'origine de la création d'une norme ? Alors, c'est à l'origine en fait, en amont, en aval de la norme, on a la question de la valeur, alors valeur au sens global, durable, économique, social, environnemental. Par exemple, de la façon dont une entreprise va bien gérer, assurer le contrôle de gestion de ses normes, va l'amener en fait à faire des balances économiques de la gestion des normes. Combien coûte l'intégration d'une norme, combien coûte ensuite le système de contrôle interne mis en place pour surveiller la norme, d'un côté, et de l'autre, et là ça devient extrêmement intéressant, ça rapporte quoi la norme ? Ça rapporte quoi financièrement en termes d'évitement des risques qui, s'ils se produisaient, entraîneraient en fait des pertes économiques ? En termes de valeur, ça entraîne quoi au niveau, j'allais dire,
sociétale, c'est-à-dire en bienfait de respect de la norme pour la société, pour les différentes parties prenantes de l'environnement. Et bien sûr, quand on est sur des normes à dominante environnementale, ça rapporte quoi en fait à l'environnement naturel. Donc cette question de la valeur, elle n'est pas à éviter, elle est au contraire à affronter pleinement, mais avec une vision de la valeur globale, pour justement que les dirigeants, les responsables de contrôle interne, dans le prochain congrès de l'IFACI, en fait, ils m'ont demandé qu'en novembre, en fait, de faire une conférence sur le sujet, en fait, de prendre l'habitude de régulièrement mesurer coût versus avantage d'une norme. Finalement, c'est la question de la rentabilité, mais durable, des systèmes de contrôle interne et de RM qui est posée au travers de la question normative et de sa valeur. Pour, si on se rend compte en fait que ça rapporte beaucoup moins à la société en évitement des risques, etc., que ce que ça coûte, peut-être réduire la voilure bureaucratique d'instruction d'une norme, ou au contraire, quand on peut aussi se rendre compte que finalement, on pourrait en mettre plus dans la compliance, dans le respect de certaines normes, parce que compte tenu de ce qu'elles amènent, le système en fait d'instruction et de gestion de la norme est très, j'allais dire, sous-équipé. Très bien, merci Laurent. Donc je propose de laisser la parole à la salle. Donc si vous avez des questions sur cet ouvrage, donc la gestion innovante des normes, donc je vous laisse la parole. N'hésitez pas. Oui, Marc. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, malgré les mises en garde et aussi les solutions que tu apportes dans ce que tu viens d'expliquer, on s'aperçoit quand même que les normes continuent à se développer et à se superposer aussi, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Finalement, quelle est la solution pour convaincre les acteurs, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, de réduire les normes, ou en tout cas de gérer la complexité des normes, comme tu l'évoquais. Par quel moyen on peut les convaincre? Alors justement, c'est par les démonstrations de valeur, en fait, de création de valeur, c'est-à-dire montrer la destruction de valeur, et je parle bien de valeur globale, qui peuvent même aller, alors quand je parle de valeur globale, je parle de valeur sociétale, et également je vais même jusqu'à des valeurs politiques. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte aujourd'hui que dans le discours de certains au niveau politique, la norme est devenue un enjeu repoussoir en fait. Donc, j'allais dire que voilà. Donc, l'intérêt de bien gérer les normes, il faut le démontrer, montrer les coûts cachés au niveau financier que ça entraîne lorsqu'on a trop de contradictions, trop d'enchevêtrements, les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux également. Et puis ensuite faire aussi je pense des mesures en fait, on a l'âge de pierre de la gestion des normes, c'est-à-dire, d'une façon générale, comme pour les politiques publiques, il n'y a pas d'évaluation. C'est jamais évalué. Et donc, montrer aussi les résultats positifs, quand il y en a, d'une bonne gestion des normes. Résultats, toujours pareil, ESG, économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. Donc par la démonstration. Mais pour ça suppose effectivement de faire des recherches de terrain et de remonter des données et de les diffuser, bien entendu. Merci. D'autres questions? Une autre question? Oui, je vous en prie. C'est un des sujets, c'est dans l'évaluation des politiques publiques, on dit qu'on en fait, puis on ne le fait jamais parce que ça prend trop de temps, et donc on va se focaliser sur ce qui est le plus simple quand on veut évaluer la réflexion. Et c'est vrai que c'est dommage finalement de ne pas procéder à l'évaluation d'impact, s'intéresser sur l'impact que ça peut avoir en termes de bien-être des populations, etc. Ça prend du temps de l'évaluer, et ça c'est dommage qu'on ne prenne pas ce temps. Alors vous savez quoi, justement, pour arrêter de dire tu as raison, c'est dommage, etc. Moi, le parti que j'ai pris, et je vous invite, faisons-le nous-mêmes. Donc faisons-le nous-mêmes. Et bon, mon ouvrage, Jean-Noël Barrot, qui est le ministre délégué aux Affaires européennes, a accepté à l'époque il était ministre délégué au numérique, de le préfacer. Voilà, donc hop, Jean-Noël, hop,
lis, voilà, tu vois, machin, ah oui, ça c'est vrai, tiens, les balances, etc. Et donc, à la fois, bien sûr, dans des travaux de recherche, hein, dans des articles, etc., scientifiques pour notre communauté, mais ensuite, effectivement, de ces connaissances, ces démonstrations, en fait, ces évaluations, et bien de les diffuser vers ceux qui, les normalisateurs, les responsables politiques, les juristes, les chefs d'entreprise, hein, leur montrer l'intérêt qu'il y a à faire effectivement ce type de balance. Et sinon, parce qu'effectivement, si on attend que ça vienne de qui que ce soit, comme ce n'est pas naturel, c'est pour ça que c'est pas fait en fait, c'est parce que c'est pas naturel. Et donc faisons-le nous-mêmes, nous en avons les capacités, nous sommes une communauté plus ancrée que les autres sur le terrain, avec une capacité aussi de réflexivité, me semble-t-il, sans se lancer des fleurs un peu plus importantes. On est tous intelligents, hein, voilà, donc faisons-le nous-mêmes. En avant. Très bien, merci, on va réfléchir. Une dernière question avant de libérer Laurent. Une fois, 2 fois, 3 fois. Très bien, ben merci. Donc, merci Laurent. Je m'auto-applaudis. Et mille excuses encore. Hein, voilà. Vous pouvez vous abonner sur mon LinkedIn pour des questions complémentaires. Hein, on échange par message privé. Hein. Merci Laurent. Au revoir. Et bon retour. Donc, je vous propose de passer au second ouvrage. Alors, il n'y a pas d'ordre préférentiel d'ouvrage, on a commencé par un. Donc, le second ouvrage, donc comptabilité et contrôle audit, perspective de recherche au-delà des sentiers battus. Donc Cécilia, je vous laisse la parole pour une présentation un petit peu générale de l'ouvrage. Hein, et puis après, là aussi, je vous poserai des questions un petit peu plus spécifiques. Déjà, merci beaucoup de nous donner l'occasion de présenter les ouvrages. Comme c'est une innovation, je tiens à saluer l'initiative, c'est très chouette. Alors moi, je présente l'ouvrage qu'on a développé au sein du laboratoire CCA de TBS. Donc c'est un ouvrage un peu particulier puisque c'est vraiment des contributions qui ont été développées par les collègues du laboratoire. L'idée derrière cet ouvrage, c'est de saisir le moment assez riche qu'on vit au sein du laboratoire actuellement en termes de recherche et de contribution intellectuelle. On est une équipe avec des perspectives extrêmement variées autour de la comptabilité et des approches assez transdisciplinaires qui sont vraiment typiques de l'identité du labo CCA à l'école. On a un labo qui est très historiquement en fait transdisciplinaire. À la base, c'était même un laboratoire de gestion au-delà de la comptabilité. Puis on est revenu sur un format plus classique, un laboratoire CCA, mais en fait qui a un ancrage transdisciplinaire assez important et qui offre finalement une perspective très pluraliste de la comptabilité. Et c'est vraiment tout à fait ça qu'on essaye de faire valoir dans l'ouvrage. Donc, on a des contributions qui sont inspirées de l'économie, plus traditionnellement, mais aussi de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie, des sciences de la communication, etc. Et en fait, ça nous permet de dépasser un petit peu des approches normatives, un peu plus conventionnelles de la comptabilité, pour aller étudier ce qui se passe dans les marges, dans l'ombre. Et quand on parle de l'ombre, on parle de côté très sombre, dans ce qu'il y a de plus néfaste des dispositifs comptables, mais aussi dans tout l'invisibilisé et le non-dit. Et finalement de révéler la comptabilité dans toute sa complexité. Voilà, c'est vraiment ça la démarche. C'est pour ça que le sous-titre, perspective de recherche au-delà d'un sentier battu, est très bien posé. C'est vraiment développer une diversité d'approches méthodologiques, épistémologiques, théoriques, empiriques, pour comprendre, étudier dans sa complexité la relation entre les acteurs, les dispositifs, les institutions en CCA. Voilà. Très bien, merci Cécilia. Et donc justement, au-delà de ces sentiers battus, on va dire, est-ce que l'impact sociétal, à travers les réflexions qui sont menées dans cet ouvrage, est-ce que cet impact sociétal est abordé et comment ?
Alors déjà, c'est une question complexe. De fait, il faut s'accorder sur ce qu'on veut dire par impact sociétal. Du coup, si je devais révéler ce qu'on pourrait entendre nous au niveau du laboratoire et qui se retrouve dans notre ouvrage, ce serait comment la recherche en CCA contribue à changer les façons de penser, de parler et d'agir des personnes au cœur et en périphérie des dispositifs. Et donc, nous, la façon d'aborder, c'est une question qui nous anime assez fondamentalement dans nos travaux et dans nos échanges, on essaye de faire valoir vraiment justement le pluralisme dans la recherche comptable, contre des pressions normatives assez omniprésentes dans notre environnement institutionnel de recherche et dans la société plus globalement. Il faut savoir qu'on a un ancrage critique quand même assez fort. Donc ça nous invite, et c'est ce qu'on retrouve dans les contributions, un peu à bousculer les modes de pensée dominants, à repousser les frontières des possibles dans l'étude de la comptabilité, du contrôle de l'audit, dans l'étude de ce que ça peut faire, et avec des aspirations émancipatrices assumées, je dirais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aller regarder dans des espaces tout à fait conventionnels de la recherche comptable peut-être des phénomènes un peu plus invisibles. Par exemple, on va étudier la vie des auditeurs, la profession comptable, donc tout à fait traditionnellement, mais on va regarder les enjeux de reconnaissance dans des industries, dans l'audit RSE par exemple, ou dans des industries controversées, le cannabis aux USA. On va aller regarder le contrôle de gestion dans le secteur public, mais on va aussi aller un petit peu plus loin pour savoir mais comment les gens se parlent en fait quand on fait tout ça, et qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui ne se dit pas. On va regarder la norme comptable, mais dans un contexte, par exemple la Tunisie, avec toute sa puissance oppressive potentiellement qu'elle a dans sa simplification et dans des contextes locaux qui ne sont pas forcément adaptés. Je pourrais continuer comme ça en déroulant, mais vous avez compris le genre, on va regarder, vous avez compris l'idée, on va aller regarder la question du genre aussi dans le travail, enfin, etc. etc. Donc c'est faire valoir un petit peu cette multiplicité des façons de voir, de comprendre et de parler de la comptabilité, faire valoir un pluralisme qu'on peut défendre et une idée qu'on peut porter au niveau de la société et qu'on peut souhaiter en fait de manière plus générale au-delà de nos frontières disciplinaires. Maintenant qu'on a parlé de ça, on n'a pas tout à fait répondu à la question, parce que comment on fait au final ? Et ça, c'est pas quelque chose... en fait, je voudrais juste dire que déjà, ces ouvrages, et merci à l'AFC de nous permettre et de nous soutenir dans ces écritures, c'est une façon d'avoir un impact sociétal. Parce que ça nous permet de diffuser des idées, en tout cas pour notre part, qui nous semblent alternatives dans une certaine mesure, et de les proposer à qui veut bien le lire et qui veut bien nous écouter. Mais c'est pas tout. Nous, la réflexion qu'on mène au niveau du laboratoire, c'est aussi d'essayer de provoquer des discussions sur des éléments plus fondamentaux de l'impact sociétal. Une fois qu'on a compris à peu près l'impact, c'est le sociétal. Mais en fait, quelles sont nos aspirations en termes de société ? Nos aspirations collectives dans un corps professionnel comme le nôtre, et puis pour la vie collective plus généralement. Il y a beaucoup d'espace à explorer encore au-delà de ces ouvrages collectifs, des espaces de dialogue dans nos cours, mais aussi dans nos recherches avec des collègues au-delà de nos disciplines, de la comptabilité, de la gestion. Et puis, bien sûr, il y a une nécessité à repenser la façon dont on pense, dont on valorise les contributions scientifiques et ce qu'on entend par contribution. Donc, il y a énormément de choses qui se jouent derrière la notion d'impact sociétal dans la recherche. Voilà. Merci pour ces précisions, Cécilia. Alors, même question qu'à Laurent. Donc, j'aimerais savoir comment les valeurs sont traitées dans l'ouvrage. Est-ce qu'elles sont traitées déjà ? Et puis, si c'est le cas, comment est-ce qu'elles le sont ? Voilà. Oui. Bon, alors, la question des valeurs, elle est un petit peu omniprésente dans la recherche en comptabilité, de toute façon, je pense. Donc, inévitablement, oui, tout à fait. La question, elle est traitée. Et en fait, je vais revenir un petit peu sur mes maîtres mots. Le pluralisme, la complexité de la comptabilité, ça veut dire quoi en termes de valeurs ? Ça veut dire...
explorer les conceptions plurielles de la valeur et des systèmes de valeurs qui sont inscrits dans les dispositifs. Donc, dans les contributions que vous lirez avec joie et excitation dans notre bouquin, on va essayer de montrer les systèmes de valeurs qui sous-tendent les différentes façons de faire de la comptabilité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a Nathalie Clavigeau et Marianne Strauch, par exemple, qui vont aller regarder la question du genre dans le travail et en fait comment on valorise un travail qui aide le corps de la femme dans son travail. Et en fait, à travers une conception peut-être simpliste de la valeur, on invisibilise des façons de travailler en fait essentielles et fondamentales. Donc en fait, c'est l'idée derrière ça de comment on compte ce qui compte, avec des compréhensions différentes du mot valeur. Du coup, ce qui compte, ce qui est beau, bon, juste pour la société. Mathieu Sorolla, il travaille sur la comptabilité dialogique et en fait, ça permet de se poser de la question des conflits de valeurs et de comment on fait valoir et on fait exister des conflits de valeurs au lieu d'essayer de toujours être dans le consensus autour de la valeur. Dans les dispositifs. Et il le fait en regardant par exemple le reporting social et environnemental qui s'y prête tout à fait en fait. Richard Jabot va il étudie la comptabilité environnementale, encore une fois, la valeur de l'environnement, la valeur du chiffre, la simplification, le réductionnisme, toutes ces tensions qui se jouent et qui posent au cœur en fait cette question de la valeur et de valoriser du travail, de valoriser. Je peux vous citer plein d'exemples. Il y a la question de la valeur de soi dans le travail qu'on va aussi poser dans l'ouvrage et que vous retrouverez. On a un collègue qui travaille sur la transparence fiscale au niveau international et qui pose la question du jugement de valeur. Il y a plein de façons, encore une fois, je suis toujours dans mon truc, de vous dire, il y a plein de façons d'étudier ça, en fait. Et nous, c'est vraiment notre démarche au laboratoire, c'est de faire vivre ces multiples façons de comprendre la comptabilité et, en l'occurrence, du coup, la valeur. Je termine, je conclue. Juste un mot, donc voilà, vous avez compris, on a un ancrage critique assez important, et donc on est motivé aussi par cette idée de questionner cette tentation très forte en CCA de segmenter la chose sociale dans cette question de la valeur et des valeurs, différentes valeurs, et comment en fait finalement dans cette segmentation une valeur peut écraser totalement les autres. Et donc ça invite à repenser ce qu'on imagine comme étant la redevabilité, la responsabilité des organisations, en mettant en lumière les silences en contrôle de gestion, en comptabilité, qui peuvent révéler souvent les enjeux masqués par des approches un peu plus conventionnelles, on va dire. Et l'idée fondamentale, bien sûr, c'est de remettre l'homme au cœur du système, des dispositifs, et la valeur fondamentale, c'est la valeur humaine, sociale, humaine, non humaine en fait, du vivant. C'est ça l'idée importante qu'on porte. Merci Cécilia. Donc j'espère que Cécilia a éveillé votre curiosité et que vous avez quelques questions à lui poser. Je vous ai soufflé. C'était clair. Très bien. Merci beaucoup. Pas de questions. Merci en tout cas. Merci Cécilia. Donc, dernier ouvrage, donc sur les grands courants en contrôle de gestion, donc qui a été rédigé et coordonné, voilà, par Claire Dambrun et Damien Mouret. Donc les deux auteurs pour cet ouvrage, les deux auteurs sont présents, donc nous avons de la chance. Et donc je vais vous laisser donc dans un premier temps donc la parole là aussi pour revenir un petit peu sur peut-être la naissance, l'origine, la philosophie de l'ouvrage, et puis là aussi on ira ensuite vers des questions un peu plus spécifiques.
Alors avec Claire, on s'est partagé les questions et je vais commencer par la première. Alors tout d'abord, je voulais remercier chaleureusement Marc et Angèle pour avoir lancé cette initiative qui me semble être vraiment utile, parce que vous savez que dans la recherche, il y a les articles, mais il y a aussi les ouvrages. Et je suis particulièrement, en tant que chercheur, je trouve beaucoup d'inspiration dans les ouvrages, et je trouve que c'est bien de valoriser aujourd'hui les travaux sous forme d'ouvrages. Je remercie aussi Elisabeth d'avoir soutenu cette démarche. Donc cet ouvrage déjà fait partie d'une collection qui s'appelle Les Grands Courants, qui est récente, qui est neuve, qui est dirigée en tout cas pour la partie CCA par Hélène René-Lévas, et qui a pour ambition de développer des ouvrages dans toutes les disciplines. Et c'est une collection qui est un petit peu à l'image des grands auteurs que l'on connaît tous. Et effectivement, avec Claire, on a eu l'honneur de pouvoir justement coordonner cet ouvrage pour le champ du contrôle organisationnel. Et c'est donc dans ce cadre-là que cet ouvrage est né. Il se trouve que Claire et moi, on partage beaucoup de points communs par rapport à la manière d'appréhender la recherche dans notre champ. Et c'est vrai que cet ouvrage nous a permis de donner une coloration qui est une approche, on va dire, très sociétale, le contrôle comme un phénomène sociétal. Et c'est vrai que c'est un petit peu le fil rouge de cet ouvrage. Alors d'abord, cet ouvrage, c'est une œuvre commune. C'est une forme, je pense, aujourd'hui d'objet frontière pour une communauté qui parfois est un petit peu en recherche de trouver des repères, de trouver finalement une façon de dialoguer ensemble. C'est donc une œuvre commune parce qu'elle rassemble les contributions de plus de 36 collègues, et effectivement, c'est une œuvre à laquelle on tient, Claire et moi, parce qu'on y retrouve finalement le pluralisme, la vitalité, l'originalité aussi de toute la recherche qui est faite dans notre discipline. Et j'ai envie de dire aussi que c'est une œuvre par laquelle on tient, en tant que chercheur, membre d'une communauté avec lesquelles on a envie de pouvoir dialoguer, de pouvoir aussi s'enrichir de la diversité des travaux. Moi-même, en ayant coordonné cet ouvrage, j'ai réalisé une forme de travail épistémique, et j'ai appris, j'ai découvert des travaux, des approches qui me nourrissent, et j'espère que c'est effectivement un petit peu cela que chacun des lecteurs pourra tirer de cet ouvrage. La structure de l'ouvrage, on nous a demandé de réfléchir au concept de courant, naturellement, puisqu'un courant, qu'est-ce que c'est qu'un courant? C'est pas si évident à définir. Et d'ailleurs, avec Claire, on s'est un petit peu parfois dit, voilà, jusqu'où pousser la métaphore. Effectivement, dans une première acception, les courants, c'est un petit peu comme un courant de pensée, comme un courant historique. Et donc, on a identifié, dans une première partie de l'ouvrage, finalement, les principales perspectives théoriques qui sont mobilisées dans notre champ. Et donc, on a les 9 premiers chapitres, finalement, traduisent les travaux qui ont embrassé une perspective théorique particulière et qui s'est diffusée, que ce soit, par exemple, les approches tirées des travaux de Michel Foucault, ou alors les approches historiques. Enfin bref, on a choisi déjà ce premier ancrage-là. Ensuite, on s'est dit qu'un courant, c'est aussi ce qui façonne, ce qui modèle, ce qui crée avec le temps, avec l'œuvre du temps, des objets qui finalement deviennent un petit peu des objets référents, parce qu'ils sont là depuis pas mal de temps et ils ont atteint une forme de légitimité. Et donc, on s'est intéressé là à des objets qui sont classiquement analysés dans le champ du contrôle de gestion, comme par exemple le métier de contrôle de gestion, de contrôleur de gestion, comme par exemple le contrôle des risques, la relation entre créativité et contrôle. Donc des objets finalement qui sont établis et sur lesquels une recherche foisonnante a lieu. Et enfin, dans une troisième approche, on s'est plutôt dit, aussi, il
il existe aujourd'hui les nouveaux objets, les nouveaux territoires à explorer et qui sont dans un stade plus d'émergence aujourd'hui. Et qui se trouvent, alors non pas en marge, mais enfin qui n'ont pas encore forcément atteint un statut de pérenne. Et on a voulu donner aussi à voir toute la créativité et l'originalité des approches aujourd'hui de notre communauté, en donnant la voix à des thématiques ou à des objets un petit peu nouveaux, comme par exemple le pragmatisme dans la recherche en contrôle, comme par exemple genre et performance, et bien d'autres encore. Donc ça, c'est vraiment la structure de cet article. Alors, il faut voir que cet article, à mon avis, s'adresse à toute notre communauté et aux doctorants et même d'ailleurs à des managers. Je crois aussi que c'est pour nous aussi une façon de revendiquer notre place dans le débat public. Je crois que les gestionnaires, comme vous le savez, sont pas forcément toujours invités sur les plateaux télé. Les gestionnaires sont pas toujours, on leur demande pas leur avis, alors même qu'on débat ou on écrit sur des sujets de performance, alors que qui mieux que finalement notre communauté peut être amène d'apporter un éclairage intéressant sur ces questions justement d'animation et de développement de la performance. Et donc, on pense aussi que cet ouvrage peut être utile pour crédibiliser notre communauté par rapport, justement, à l'extérieur. Merci Damien pour ces éléments de repère pour votre ouvrage. Donc vous abordez le contrôle de gestion en tant que phénomène social. Est-ce qu'on peut aller vers même du phénomène sociétal? Du coup, vous voyez où je veux venir. Est-ce que dans cet ouvrage, l'impact sociétal est abordé? Alors j'ai envie de dire que c'est même le fil rouge de l'ouvrage, que justement d'avoir voulu offrir une perspective qui va au-delà d'une perspective plus organisationnelle du contrôle. Je crois qu'aussi on trouve dans cet ouvrage justement toute l'évolution de la réflexion dans notre discipline. Et d'ailleurs, quand on lit l'ensemble des chapitres, eh bien, on voyage aussi dans le temps et on voit combien la manière de penser justement le pilotage de la performance, la manière de penser le contrôle organisationnel a évolué dans le temps, avec au départ évidemment une vision très à l'intérieur de l'organisation, en s'intéressant plutôt à des aspects de design, alors qu'aujourd'hui notre point de vue c'est de dire qu'il faut justement aller au-delà du simple fait organisationnel et regarder finalement ce que toutes les pratiques calculatoires qui aujourd'hui émergent, se développent d'ailleurs dans des organisations autres que les organisations à but lucratif, mais aussi dans nos vies, dans notre façon de gérer même notre propre performance. Il y a la nécessité aujourd'hui de penser le contrôle dans ses effets par rapport à ce qu'il nous dit justement de ce qu'est la société aujourd'hui et surtout de ce qu'il fait à la société. Et on voit aujourd'hui qu'il y a effectivement une relation un peu plus récursive entre les pratiques calculatoires qui sont souvent, si vous voulez, au cœur de l'animation, de la performance et ses effets au niveau de la société. Alors, évidemment, nous avons donc 25 chapitres différents, et donc chacune des thématiques va aborder d'une façon différente ces questions. On pourrait parler de la performativité, justement, de ces démarches de pilotage. Par exemple, on a un chapitre sur le pilotage de la durabilité, qui a été écrit par Angèle ici présent, qui, justement, par définition, montre comment le contrôle a un rôle à jouer, finalement, dans la manière de développer, façonner, de présenter cette performance. On a aussi un très beau chapitre sur la quantification, parce que souvent, encore une fois, on considère que on se focalise sur la mesure. On se focalise sur la mesure. C'est vrai qu'on a l'impression que la mesure, c'est ce qu'on retient, mais en fait, il faut bien savoir que pour pouvoir être capable de piloter une performance, il faut naturellement non seulement mesurer, mais aussi convenir de cette mesure, et que évidemment il y a tous ces enjeux sociopolitiques, de ces processus de quantification qui doivent être, à notre avis, étudiés, vraiment mis à jour, parce que derrière cette apparente neutralité du chiffre, derrière cette apparente objectivité du chiffre, se cache en fait toute une multiplicité de petits choix qui sont en permanence pris et qui vont affecter la manière dont vont être représentés les événements, et qui aussi traduisent des rapports de force, des intérêts, qu'il est, de notre point de vue, du devoir du chercheur de mettre à jour.
Il y a aussi, par exemple, alors vous savez, moi je suis en Polynésie, hein, donc évidemment c'est un territoire d'outre-mer, vous savez qu'il y a tout l'héritage du nucléaire, il y a aussi la Nouvelle-Calédonie qui est pas si loin, avec tout le problème de la colonisation. Il y a aussi des travaux aujourd'hui qui cherchent justement à voir comment la comptabilité a été finalement intégrée dans tous ces processus qui parfois peuvent faire perdurer justement des logiques dominantes, une façon d'exercer le pouvoir, hein, et ce sont des thématiques qui aujourd'hui effectivement se développent, alors avec une connotation naturellement fortement critique, hein, mais qui traduisent effectivement la nécessité aujourd'hui de penser le contrôle dans ses effets sur la société. Très bien, merci Damien pour ces précisions. Et là aussi, pour faire le lien et pour conclure, dernière question, donc toujours avec le lien avec le congrès sur les valeurs. Est-ce que dans l'ouvrage, vous pourriez expliquer les valeurs ont-elles une place? Quelle est la place de ces valeurs? Est-ce qu'elle a évolué? Si elle place, peut-elle évoluer? Va-t-elle évoluer? Alors, je vais être très brève parce que je crois qu'on a déjà un peu couvert la question, en fait, hein, à la fois par l'intervention de Cécilia, mais aussi parce que Damien a dit. On est tout à fait en phase avec l'ouvrage Comptabilité, contrôle, audit que vous avez édité. Donc, la valeur, elle est présente parce qu'on parle de contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion étant une démarche de pilotage de la performance. Quand on parle de performance, il y a forcément la question de la valeur qui intervient, c'est-à-dire quelle performance au pluriel. Donc on parle finalement de quels objectifs de performance, donc la valeur comme objectif, mais on parle également, quand on parle de contrôle de gestion, de résultats. Qu'est-ce qu'on obtient et qu'est-ce qu'un système de contrôle de gestion pilote en termes de résultats au pluriel. Et enfin, on parle aussi peut-être d'enjeux de système de contrôle, c'est-à-dire les valeurs, c'est aussi ce qu'on distribue, ce qui n'est pas égal dans la société. Donc il y a des distributions inégales de valeurs en fonction des processus de contrôle qu'on peut mettre en œuvre. Donc voilà, c'est ces différents éléments-là qu'on aborde quand on parle de contrôle de gestion. Donc l'ouvrage les reprend, mais pas forcément sur des chapitres définis comme tels. C'est plus un fil rouge. Je dirais que, pour revenir sur ce qu'on a déjà évoqué, vous parliez de l'évolution. Et je pense que oui, dans l'ouvrage, on a essayé de mettre en évidence une évolution de cette question de la valeur saisie par les systèmes de contrôle, notamment une évolution latérale. Quels sont les changements qui font qu'on s'occupe d'autre chose que de la valeur économique? Alors les changements, réchauffement climatique, on s'occupe aussi de la valeur environnementale, la valeur de la biodiversité, mais aussi les scandales éthiques. Donc oui, maintenant on parle de valeurs éthiques beaucoup plus qu'on ne le faisait auparavant. Les valeurs de diversité de nos collectifs, donc la valeur sociale aussi. C'est plus une extension, je dirais, latérale, où la performance n'est pas qu'économique. Et puis, dans l'ouvrage, on aborde aussi peut-être une extension plus verticale de la valeur. Et là, d'où viennent les changements? En fait, encore une fois, on n'est pas que dans l'organisation. Il y a beaucoup de réformes dans l'État. Et le contrôle de gestion, maintenant, est aussi une pratique dans les organisations de l'État, par exemple. Donc, pas uniquement les organisations lucratives. Il y a également du contrôle de gestion dans la société en général. Donc, tu parlais de valeur de soi, Cécilia, c'est aussi une thématique de l'ouvrage. Voilà, donc il y a aussi une extension des niveaux où le contrôle de gestion finalement se trouve pratiqué. Voilà, donc je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'on essaye d'aborder dans l'ouvrage, effectivement en lien avec le congrès. Merci Claire pour cette réflexion. Donc la parole à la salle. Quelques questions? Angèle, oui, je t'en prie. Peut-être avant de poser ma question, je vais tout d'abord remercier Claire, Cécilia et Damien pour leur participation à cette table ronde qui est une innovation dans le cadre du congrès de l'AFC. Donc un grand merci à tous les trois de nous faire part de vos réflexions
aujourd'hui. Alors moi, ma question, elle revient en fait sur la thématique, le sujet transversal, l'impact sociétal, mais je voudrais l'aborder sous un autre angle. Parce que la table ronde, c'est une table ronde qui est dédiée aux ouvrages de recherche. Mais là, l'idée, c'est de s'ouvrir et de parler au grand public ou aux praticiens. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on retient des travaux des chercheurs? J'ai un peu l'impression qu'on vit un peu entre nous, on écrit des ouvrages, on se fait plaisir, on lit les travaux d'un tel, on cite les travaux d'un autre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut finalement, je mets à la place des praticiens, je vais être très concrète, des directeurs financiers, des directeurs de contrôle de gestion de la DFCG, qu'est-ce qu'on leur apporte à travers nos ouvrages? Comment on peut convaincre un directeur financier de Renault ou un directeur financier de Dijon Métropole de retenir finalement nos contributions scientifiques à quoi sert finalement la recherche, j'ai envie de dire. C'est une grande question, mais bon, voilà. En tout cas, à travers vos ouvrages, est-ce que vous avez des éléments de réponse pour convaincre les praticiens et le grand public plus largement à lire nos ouvrages, la connaissance, et de ne pas aller sur Wikipédia? Pardon, mais voilà, c'est le résumé de ma pensée. Oui, c'est une très bonne question. Je veux bien démarrer si vous voulez. C'est très difficile, évidemment, de mettre entre les mains d'un praticien ce type d'ouvrage, parce que déjà, en termes de temps, c'est difficile pour eux de prendre ce temps. Alors, ceux qui le font vont y trouver des moyens de prendre une distance avec leur pratique. Évidemment, donc c'est générer une réflexivité chez eux. Donc, si je réfléchis aux chapitres dans lesquels je suis plus impliquée dans l'ouvrage, par exemple le chapitre sur la quantification, une accroche du chapitre, c'est de rappeler à quel point les managers subissent en fait les indicateurs qui mesurent la performance de leur unité organisationnelle, sans vraiment réfléchir. Souvent, en executive education, on nous dit « Ah oui, mais on n'a pas vraiment le choix, c'est comme ça depuis toujours. » Ils n'ouvrent pas la boîte des indicateurs. Donc, ce type d'ouvrage leur permet d'ouvrir des boîtes à différents niveaux, que ce soit sur des pratiques individuelles dans la vie privée, mais aussi dans leurs pratiques professionnelles. Donc pour nous, c'est leur donner une distance en fait critique, mais il faut qu'il y ait une curiosité par rapport à ça, évidemment. Cela dit, on ne s'adresse pas qu'aux praticiens, on s'adresse aussi aux jeunes chercheurs, avec un ouvrage comme ça, qui peuvent être aussi intéressés pour avoir des repères temporels sur l'évolution des courants de pensée, avoir des états de l'art sur certains objets, donc ça peut beaucoup les aider aussi dans leur recherche. Donc on s'adresse aussi à un public de jeunes chercheurs. Je ne vais pas répondre à la question. Je vais détourner la question. Non, mais là, il y a parce que je n'ai pas de réponse. Non, il y a la question des futurs professionnels. Je dirais que quand même un mode les plus évidents de diffusion de ces travaux-là, pour nous, c'est dans la classe, dans les cours. Ce sont quand même les futurs professionnels, notamment des métiers du chiffre. Et donc l'idée, en fait, déjà structurer les choses de cette façon dans ces ouvrages, ça nous aide. Nous, c'est comme un petit guide pour structurer les idées et aller piocher dans ce qui est intéressant, impactant, pour aller les mettre directement dans nos slides de cours, quoi, je pense. Donc ça, c'est déjà une façon, voilà, c'est pas d'aller tout de suite dans les entreprises, mais pour les futurs professionnels. Après, alors, je dois dire qu'on ne le fait pas forcément nous dans cet ouvrage, mais il y a aussi une opportunité d'aller faire de la recherche directement avec eux. Et là, c'est plus Laurent qui aurait eu l'occasion de parler de la recherche-intervention. Et donc, je me permets de le faire à sa place. Et c'est aussi des façons de faire qui permettent de travailler directement avec les professionnels, de leur apporter effectivement de la réflexivité critique et aussi du savoir scientifique actionnalisable et très opérationnel. J'aurais aussi une réponse un peu complémentaire. C'est aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de managers veulent faire de la recherche, mais une recherche très appliquée, une recherche où on lit théorie et pratique.
Ça se manifeste par le DBA, qui est quand même aujourd'hui une démarche qui se développe énormément. Moi-même, je suis persuadé qu'un DBA, c'est bien plus intéressant qu'un MBA pour des managers et des dirigeants. Et d'ailleurs, on voit des entreprises qui commencent à se dire peut-être que c'est mieux de payer un DBA à mes managers qu'un MBA, parce que c'est vrai qu'un MBA, on n'apprend rien, on fait juste que copier les recettes qui existent, alors qu'un DBA, on est obligé de créer de la connaissance quand même. Et je trouve qu'il faudra voir justement comment va évoluer un petit peu ces nouveaux besoins de formation en termes à la recherche, des thèses plus professionnalisantes, mais aussi plus appliquées. Je pense que ce type d'ouvrage, ça peut vraiment aider. C'est vrai que je pense que les managers n'ont absolument aucune idée de ce qu'on fait en recherche, en contrôle de gestion, alors même que c'est un métier qui est présent à peu près partout. Et effectivement, voilà, on peut espérer que ce type d'ouvrage, qui, à mon avis, est tout à fait compréhensible pour quelqu'un qui est du métier mais qui ne s'est jamais posé ces questions-là, peut-être amener des professionnels à vouloir se lancer, par exemple, dans un travail de DBA et justement se mettre à distance par rapport à sa pratique et devenir une sorte de manager-chercheur. Donc ça rejoint un petit peu la recherche-intervention, mais moi je crois beaucoup à ce besoin de renouveler aujourd'hui les formations des managers, et je pense que le DBA est une approche qui peut y répondre, et ce type d'ouvrage, que ce soit celui ou de Laurent, peuvent être une aide à ce processus. Merci à vous trois pour vos réponses. Je crois qu'il y avait une autre question. On vous écoute. C'est plutôt pour Cécilia, mais Cécilia, tu as participé aux 2 ouvrages. J'ai un chapitre dans les 2. Comment est-ce que tu as réfléchi justement ta participation à ces 2 ouvrages qui n'ont pas exactement la même visée et du coup en quoi ça a impacté ce que tu as dit ou choisi de dire ou de ne pas dire? Habilement posé cette question, car j'ai travaillé sur le silence dans le contrôle de gestion. Alors en fait, pour être tout à fait pragmatique, les ouvrages sont arrivés à 2 moments un tout petit peu différents. Et donc, j'ai travaillé sur la contribution au grand courant avant celui-ci. Et en fait, c'était sympa parce que ça m'a permis, là-dessus j'ai travaillé avec Jérémy Morales, d'aller dans un aspect du sujet un petit peu plus précis. On parle de pouvoir et de résistance dans cet ouvrage. En fait, cet ouvrage collectif qu'on a fait avec le labo, j'y ai vu l'opportunité de faire quelque chose d'un petit peu plus personnel. Pas qu'on a été contraint du tout dans nos contributions, mais c'est vrai que on l'a pensé comme quelque chose d'un peu plus strictement académique. Et dans cet ouvrage de laboratoire, j'ai fait quelque chose que j'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'ai pris mon introduction de thèse et je suis allée un petit peu m'amuser entre guillemets dans la réflexion. Donc c'est purement conceptuel, c'est pas empirique, autour du silence et des politiques du silence dans les organisations. Après ça c'est une démarche mais c'est quelque chose d'assez sympa qui s'est passé dans cet ouvrage, c'est qu'on avait libre cours et je me base, c'est un travail académique. Mais où j'ai pu vraiment pleinement explorer le sujet mon sujet qui était le silence dans le contrôle gestion. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Edwige. Ouais. En fait, il faut lire les 2. Exactement, tout ça pour dire, lisez les 2 bouquins. C'est pas taper 1, taper 2. Et on peut vous les dédicacer si vous les achetez aujourd'hui. Corruption. Autre question peut-être pour conclure. J'en vois qui sortent leur chiffre. J'en ai une autre, désolée. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire dans ces ouvrages que vous auriez aimé faire? Donc soit par des contraintes, je ne sais pas, de l'éditeur ou... Contraintes de temps, mais effectivement, un courant, de toute façon, ça évolue. Donc, une chose est sûre, la version 2 ne sera pas la reproduction
exact, et juste actualiser des chapitres existants. Par exemple, pour nous, il manque un chapitre sur l'Actor Network Theory en termes de grands courants. On a fait le choix, par exemple, de traiter certains objets classiques du contrôle type balance scorecard, dashboard, plutôt dans plusieurs chapitres. Donc on retrouve cet objet dans plusieurs chapitres. Ça aurait pu être un autre choix, mais bon, on ne peut pas non plus tout aborder. Et puis j'imagine bien un chapitre sur les émotions et le contrôle, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est en train de prendre forme dans notre champ. L'intelligence artificielle est abordée, mais plus sous des angles de digitalisation, numérisation. Il y a un peu l'intelligence artificielle, mais sans doute il y aura des développements à intégrer dans les prochaines éditions. Donc oui, effectivement. Il est prévu pour quand? Mais on n'a eu aucune contrainte de la part de l'éditeur. D'ailleurs, l'ouvrage fait 550 pages, ce qui est... Oui. Quand on voit les contraintes qu'ils imposent, par exemple pour la collection AFC Regard, où ça ne doit pas dépasser 220 pages, on voit que là on a vraiment eu de la chance d'avoir un éditeur qui a accepté qu'on explose les nombres de mots, parce qu'on lui a dit si on veut toutes les biblios, on veut vraiment les biblios les plus extensives sur chaque sujet, parce qu'il faut qu'un jeune chercheur qui veut comprendre quels sont les auteurs clés, pourquoi ça a évolué comme ça, quels sont les papiers à lire, on veut vraiment qu'il y ait tout dedans. Et donc c'est vrai qu'il y a des bibliographies qui sont longues, mais c'est fait exprès parce qu'on s'est dit voilà, ça peut servir, et on a été vraiment accompagné par Gaël, hein, qui est ici et qui est vraiment voilà, qui aime nos métiers, nos disciplines, et qui en général dit toujours oui. Cécilia, Je peux dire un mot pour conclure, ou pseudo-conclure, je sais pas. Juste pour dire que quand même ces ouvrages collectifs, puisqu'on est là pour parler des ouvrages collectifs, ça nous donne vraiment un espace pour travailler autour des sujets et parler des sujets de façon différente de ce qu'on a l'habitude et de ce qui nous est permis dans des contributions académiques dédiées aux journaux, par exemple. Et donc, c'est très riche, et c'est pour ça que c'est sympa de la part de l'AFC de le mettre en avant et de nous permettre d'en discuter. C'est un format intéressant et qui mérite, voilà, effectivement d'être mis en avant et d'être valorisé. Donc merci encore. Très bien, merci. Je pense qu'on va conclure cette table ronde. Donc je tiens à nouveau à remercier les participants à cette table ronde, les présents bien sûr, mais aussi les absents. Et puis je vais avoir le mot de la fin, c'est ça, Angèle. Donc à nouveau, je tiens à remercier tous les participants à ce congrès. J'espère qu'on vous a donné toute satisfaction. Et puis, je remercie à nouveau Angèle et Marc pour vraiment leur implication dans cette organisation. Je remercie également Adèle et Muriel qui n'est pas présente, et tous les membres du comité. Donc, certains sont parmi nous. Donc, merci à tous. Merci aussi aux étudiants. Donc, vraiment, merci à tous. Bon retour. Je vous souhaite à tous un bon retour. Merci.